Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui l'inspirant et talentueux Paul Pironnet. Bonjour Paul. Waouh, quelle présentation. Merci Émilie. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent maintenant. Donc on est parti pour 1 heure de folie avec Paul et Dieu sait que ça va être hyper riche puisque aujourd'hui la thématique c'est la PNL. Et la PNL, c'est une thématique que je trouve, un outil, une boîte à outils que je trouve absolument passionnante. Et Paul va nous en parler forcément, j'allais dire en long, en large et travers. Malheureusement, on n'a pas la journée, parce que je pense que, voilà, que vous et moi, et surtout Paul, a plein d'autres choses à faire. Par contre, on va vraiment découvrir cet outil. On va essayer de comprendre comment on peut l'utiliser, à quoi est-ce qu'il sert et finalement… quelles sont les réalités qu'il permet en tout cas de dépasser, de trouver différentes solutions. Et je commence par présenter notre invité du jour, Paul. Paul, donc, tu es conférencier, consultant, auteur, enseignant PNL certifié et fondateur de Paul Pironnet Institut. Tu as plus de 30 ans d'expérience en relations d'aide et en développement personnel et tu as aidé des milliers de personnes à changer leur vie et à orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. Et tu as aussi accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leur relation à la performance et multiplier leurs résultats. Donc aujourd'hui, en fait, on parlera entre autres d'accompagnement personnel, comment s'accompagner au quotidien, mais également comment accompagner les entreprises, puisque les entreprises, c'est une somme de personnes. Et donc, j'imagine que tu nous révéleras aussi peut-être les différences ou comment appliquer la PNL et ces différents outils en entreprise et pour les particuliers. Alors, et donc, et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en plus, tu t'es formé dans diverses disciplines, notamment la Gestalt, l'andragogie ciblée sur l'énéagramme. Là, il faudra que tu me dises ce que c'est, je n'en ai jamais entendu parler. L'analyse transactionnelle, l'hypnose, le coaching et évidemment la PNL. Et donc, du coup, c'est un petit peu ma première question. Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet ? D'abord parce que je trouve que c'est une excellente idée, ce sommet, qui consiste à sensibiliser des personnes sur l'évolution humaine, la transformation, le fait de pouvoir justement travailler sur soi pour réorganiser sa vie autour de ses profondes aspirations. Et pour moi, ça fait partie de ma mission que de pouvoir justement soutenir ce type de projet ou tout simplement communiquer sur les activités, sur ce que je crois qu'il est possible de faire pour aider les gens à être plus heureux, pour leur permettre d'avoir plus de bonheur et surtout d'organiser leur vie en fonction de leurs propres aspirations. C'est en tout cas ce qui m'anime beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, tu sais que, c'est vrai qu'on avait discuté de ce sommet, je te disais, tu sais, avec la période qu'on vient de vivre, le confinement, c'est pas forcément évident. On dit aux gens qui sont acteurs de leur vie, mais finalement, comment démêler la pelote de laine de tout le développement personnel, comment choisir l'outil. Et peut-être avant d'aborder la PNL et tout ce que ça est, ou peut-être du coup que ma question est un peu l'intro par rapport à ça, mais je l'ai dit finalement dans ta bio, dans ta présentation, tu as vu énormément d'outils, tu t'es formé à énormément de techniques. Pourquoi est-ce que finalement, tu as décidé d'approfondir la PNL en fait ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir ça plutôt que… En fait, je n'ai pas commencé, comme tu l'as souligné, par la PNL. Effectivement, j'ai commencé par la Gestalt. En fait, j'ai commencé par des stages de développement personnel. À l'époque, je faisais du sauvetage en mer, j'étais même spécialisé en côte dangereuse. Et pour apprendre à mieux gérer les équipes qui étaient parfois confrontées à des stress importants, parce qu'entre apprendre à souffler dans un mannequin et réanimer une personne quand la famille est autour, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, je suis tombé sur un séminaire un jour où il y a marqué développement personnel, communication, gestion du stress. Je ne sais pas trop où je mettais les pieds, mais en tout cas, mon intérêt a été suffisamment fort pour
faut que je décide du coup d'investir du temps et de l'énergie, un peu d'argent pour aller me former. Et au fil de cette première formation, bah, j'ai découvert en fait que j'étais un être humain avant d'être un faire humain, en gros, hein, pour faire court. Et c'est-à-dire que j'avais des émotions et j'ai découvert un peu, enfin, pas mal de petites choses qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'après, je me suis beaucoup intéressé aux différentes voies de la psychologie humaniste. Alors, il faut savoir qu'on est en 95 à peu près, 96, donc ça remonte à quelques années. Et puis, au contact de différentes personnes voilà, que je trouvais particulièrement intéressantes, notamment des formateurs, ou des gens qui animaient des séminaires que je suivais, je trouvais qu'il y avait vraiment voilà, quelque chose qui m'inspirait beaucoup chez ces personnes. Et j'ai décidé, notamment avec quelques-uns d'entre eux, d'aller plus loin et de me former un peu plus, en fait. J'ai commencé à suivre des formations, notamment professionnalisantes, vers le métier de formateur pour pouvoir intervenir dans les équipes à travers la communication, la gestion du stress, c'est-à-dire la prise en compte de nos émotions. Et c'est comme ça que j'ai fait de la gestalt, j'ai fait de la sophrologie, j'ai touché à différentes approches qui concernent le corps, qui concernent le soin énergétique, qui concernent les émotions, qui concernent… Bon, j'ai fait du chamanisme, enfin, j'ai touché à pas mal de trucs. Et il y a une approche qui m'a beaucoup accroché à l'époque, c'était l'analyse transactionnelle, notamment parce que je l'ai suivi dans un but de pouvoir intervenir justement sur des groupes de formation pour comprendre un peu comment cette mécanique humaine fonctionnait. Et c'est au fil des ans, au fil des mois, parce que je me suis pas mal formé pendant 2 ans, 2 ans et demi à peu près, avant de me lancer en tant que profession libérale. Et là, on est en novembre 87, 88, novembre 87, début 88. Et à ce moment-là, j'avais eu des touches de PNL, ça m'avait plu par des lectures, par quelques exercices que j'avais vus dans des formations que je faisais. Mais je n'avais pas encore décidé d'investir plus dans le monde de la PNL. C'est donc resté un peu en arrière-plan. Et puis en 1990, alors que j'étais à ma 2e année et demie d'exercice, d'activité, entreprise principalement, j'ai décidé de monter un groupe, de faire venir Alain Quérol à l'époque, qui était pour moi une référence en France, à Grenoble. Et puis après un an de travail pour réunir un groupe, ça a été un petit peu long, mais j'ai mis en place une première formation que j'ai du coup suivie, puisque j'en ai bénéficié pour moi-même. Et puis, on a recommencé l'opération plusieurs fois. Et c'est comme ça que j'ai développé l'école de PNL, la première école de PNL en 1990 à Grenoble. Et puis, nous avons collaboré sur ce développement avec Alain Quérol pendant une dizaine d'années. C'est comme ça qu'en fait, la partie PNL s'est installée. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ça plus que d'autres? C'est que je pense que à travers la PNL, ce qui m'a vraiment séduit, c'est le fait d'être focalisé sur le comment faire quand ça marche. En fait, j'aime beaucoup cette philosophie qui revalorise, on va dire, l'être humain. Comment… Alors, je trouve que c'est intéressant de revenir sur le pourquoi ça marche pas toujours. Ce qui était un peu l'angle de l'analyse transactionnelle, qui est à l'origine une approche qui vient qui est plus une approche psychanalytique, on va dire. Mais dès que je suis arrivé dans la PNL, le fait de me remobiliser sur qu'est-ce qui me porte véritablement, c'est quoi tes valeurs, Paul, et où du coup, après quelques années de thérapie, où je dois dire que la culture, en fait, d'accompagnement, c'était un peu du genre, quand ça va pas, qu'est-ce qui va pas, ressens ce qui va pas, reviens aux éléments qui, probablement dans le passé, ne se sont pas toujours forcément bien passés. Et ça a été bien pour moi aussi parce que ça m'a permis de me reconnecter beaucoup à des émotions que j'avais un peu perdues parce que j'ai une adolescence un peu compliquée, donc il a fallu que je fasse face à des situations complexes. Donc j'ai appris à gérer, si tu veux, des situations compliquées en me coupant beaucoup de mes émotions. Donc d'abord, j'ai été beaucoup dans la suradaptation et après dans le besoin de contrôle. Donc j'ai fait des arts martiaux à outrance. Enfin, j'ai toujours besoin de me contrôler mon corps, les émotions. Et ça m'a aussi aidé, hein, ce besoin d'avoir le contrôle, de gagner, de réussir, notamment parce que j'ai trouvé à un moment donné une brèche à travers le sauvetage.
Donc, j'ai fait du secourisme à outrance. J'ai passé toutes les certifications qui existent en secours routier, aquatique, sportif. Je me suis spécialisé. Après être devenu maître nageur, je me suis spécialisé pour pour intervenir en côte dangereux. J'ai passé pas mal de certifications dans le domaine. Donc, en soi, j'ai pas mal réussi, sauf que c'était une réussite qui était très centrée sur la performance. Parce que dans ma psychologie, pour pouvoir exister, il fallait que je sauve des gens. Et plus je les sauvais dans des situations complexes, difficiles, plus j'avais l'impression que j'étais quelqu'un finalement de bien. Mais c'est une course effrénée dans laquelle j'avais peu de place en termes d'individu en fait. J'étais dans un axe beaucoup plus fonctionnel, c'est-à-dire que je m'évaluais beaucoup plus à travers les résultats que j'avais obtenus, parfois les échecs que j'avais obtenus, mais pas en tant qu'être humain. Donc le développement personnel, ça m'a réouvert à cette dimension, ce qui m'a fait beaucoup de bien, notamment avec l'accueil des émotions, la prise en compte de beaucoup de choses. Mais quand j'ai redécouvert la PNL, ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant, c'est de ne plus être seulement centré sur le pourquoi j'ai tel ou tel problème, mais beaucoup plus sur le comment aller vers telle ou telle solution. Donc le fait de me réorienter sur qu'est-ce que j'attends vraiment de ma vie, ce genre de questions, ça m'a beaucoup intéressé. Comment redéfinir justement comment retrouver plus de clarté sur mes valeurs, qu'est-ce que j'attends véritablement d'une situation, si je voulais qu'elle se passe mieux, elle se passerait comment. Donc là, toute la mobilisation du cerveau droit, le fait d'accueillir mes émotions, d'aller chercher en moi des états ressources positifs, le fait de prendre conscience que dans ma vie, toutes les interactions que j'ai avec l'environnement vont conditionner les retours que je vais avoir. Bref, tout ça, ça a été quelque chose qui m'a apparu d'abord à la fois très évident quand j'ai découvert et en même temps passionnant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des ressources fantastiques chez l'être humain. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup porté avec la PNL au départ. Donc, ce que tu veux dire, c'est ce qui t'a vraiment plu, c'est cette capacité de ne pas t'arrêter sur un problème, mais d'essayer de le comprendre tout en étant dans l'action, tout en avançant, tout en étant plutôt orienté, objectif, et donc ne pas faire fi, effectivement, des émotions, ne pas mettre ça de côté en disant « Ah, ça va pas, bon, ben, je mets de côté, je continue en apnée. » C'est marrant parce qu'on parlait de sauvetage, mais de continuer en conscience, mais de continuer vers, tout en avançant plutôt qu'en s'arrêtant pour se poser des questions, c'est ça? Oui, alors, c'est pas mauvais de se poser les questions, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se poser les bonnes questions. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup souffert du sentiment de rejet. Donc, je ne me sentais pas important. Et si tu m'avais dit à 17, 18 ans, ah, Polo, je trouve que c'est quelqu'un de bien, je t'aurais dit, tiens, elle dit ça parce qu'elle est sympa, en fait. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais du mal à reconnaître qui j'étais. Donc, le fait de me réorienter sur des solutions, ça voulait dire pour moi, de dire, tiens, au fond, Polo, si tu étais plus heureux, bah, tu vivrais quoi en fait? Plutôt que comprendre ou chercher à comprendre pourquoi tu es toujours dans le sentiment de rejet, mais le contraire, ce serait quoi? Si tu te sentais vraiment aimé, qu'est-ce que tu vivrais de différent en fait? Et là, mon cerveau a commencé à connecter à des représentations en fait de ce que je voulais vraiment. Et pas seulement mental, mais aussi émotionnel. Et ça a été une voie d'accélération considérable dans ma vie. Donc, tu vois, c'est plus comprendre le pourquoi ça ne marche pas, même si c'est intéressant, mais c'est comprendre le comment. Comment définir un objectif, comment retrouver de la confiance, comment interagir d'une manière plus positive avec les autres, et du coup, de me réorienter vers une conscience de ce à quoi j'aspirais vraiment dans la vie. Et il y a un gap énorme entre le pourquoi j'ai des problèmes dans la vie et le comment je peux les chercher vers des solutions. Passer du pourquoi au comment, c'était une voie d'accélération énorme, en fait. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui m'ont beaucoup séduit en PNL. Et puis, la compréhension de ce cerveau, de ce système nerveux, nos comportements, comment tout ça, ça marche. Moi, je trouve ça fascinant. Et aujourd'hui, on en sait énormément plus qu'il y a encore 20 ans sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, dit autrement de la neurophysiologie. Et on ne fait que, la science ne fait que mettre au jour des principes de PNL qu'on connaît depuis plus de 30 ans maintenant, mais qu'on affine. Et c'est ça que je trouve superbe. Et encore aujourd'hui, moi, je suis fasciné par la puissance qu'a le système nerveux, le préconscient, l'inconscient dans nos vies. Et du coup, c'est vrai que là, en fait, on parle de PNL, on tourne autour sur tous les outils et ce qu'on peut concrètement, finalement, ce qui t'a amené à la PNL. Mais finalement, posons la question, Paul, mais qu'est-ce que la PNL?
Qu'est-ce que la PNL? En fait, la PNL, ça veut dire donc programmation neurolinguistique. Euh, J'aime bien aussi l'idée de paix en elle. Le paix en elle, c'est retrouver plus de sérénité. Hein. En gros, je vais le faire très court, mais c'est accroître sa qualité de vie intérieure pour mieux interagir avec l'environnement, que ce soit des personnes ou n'importe quelle situation, qu'on fasse. Ça peut être aussi une interaction à l'égard de ma vie passée ou de ma vie future. Donc, c'est gagner en qualité de vie intérieure et en interaction avec l'environnement. Et pour ça, de comprendre qu'on a trois grandes fonctions qui, en permanence, nous animent. On a notre esprit, hein, on va appeler ça le mindset pour faire court, tout le système de croyances, la manière d'évaluer, de penser, de fonctionner dans son esprit. Il y a tout ce qui concerne la partie en dessous, qui est la plus importante pour moi, qui est la partie plus émotionnelle. On parlera du cerveau limbique, mais c'est un peu plus large que ça. Donc c'est là que se gère tout ce préconscient et cet inconscient, hein, ce qu'on a automatisé et qui est complètement lié à nos apprentissages, à nos expériences de vie, qui conditionnent complètement nos comportements. Et puis le troisième niveau, c'est justement nos comportements, c'est-à-dire nos attitudes à l'égard de l'environnement. Donc nous sommes faits d'une tête, d'un cœur, on va dire, et puis de comportement. Et ces trois niveaux fonctionnent en permanence. Et quelle que soit la situation qu'on ait à vivre dans la vie, eh bien, on va voir que en fonction de ce qui se passe dans nos perceptions des choses, dans nos sentiments et dans nos comportements, eh bien, ça va être la base de l'interaction qu'on va avoir. Si, par exemple, j'ai des problèmes, je sais pas moi, avec la nourriture, par exemple, eh bien, si je veux évoluer dans cette relation à la nourriture, il ne suffit pas que je comprenne. C'est important de savoir, effectivement, j'ai une perception différente des choses, de moi, des autres, de la nourriture, mais il faut aussi que j'ai un rapport à la nourriture émotionnelle qui soit différent, et bien sûr que j'intègre des nouveaux comportements. Et c'est ainsi pour tout. Donc l'évolution humaine, elle va passer par une évolution de notre esprit, une évolution de la relation émotionnelle que nous avons avec là où les choses qui nous entourent, et puis nos comportements. Alors, si on revient sur le terme programmation neurolinguistique, les termes renvoient à trois choses qui sont intéressantes. La première, programmation, c'est cette idée d'apprentissage qu'on a toujours eu. On a développé des automatismes, on est fait en fait d'automatismes. Donc, on a des façons de penser qui ont été automatisées, on a des façons de réagir émotionnelles qui ont été automatisées, et évidemment des comportements qui ont été automatisés, et qui font que si je me présente à toi et que je te tends la main, tu vas me tendre la main, c'est un automatisme. Quand on apprend à conduire, au début, il n'y a rien qui est automatique. Puis heureusement qu'on automatise les choses. Donc, on va passer du conscient au préconscient et voire à l'inconscient. Le conscient, c'est ce sur quoi je focalise mon attention. En général, c'est 7, plus ou moins 2 ou 3 informations simultanément. Après, heureusement que le préconscient va prendre le relais. Donc, on va automatiser des attitudes, voir un panneau s'arrêter, au contraire, redémarrer. Enfin, tous ces automatismes vont se créer en nous. Et puis, ils vont passer au niveau interne et bien sûr au niveau externe, hein, c'est-à-dire dans le comportement. Et dans tous ces automatismes, que ce soit ces façons de penser, de façon de réagir, eh bien, il y a des automatismes qui nous servent, qui participent à notre évolution. Si par exemple, je suis plutôt orienté solution dans mes pensées, c'est plus facile pour moi de m'en sortir dans la vie que si je passe mon temps à être focalisé sur des problèmes, par exemple. Si je suis dans des interactions un peu compliquées et que je me mets dans des systèmes de défense, c'est-à-dire cherchant à m'affirmer de plus en plus, au lieu d'être véritablement à l'écoute, et à poser des questions, je ne vais pas avoir les mêmes résultats dans la vie. Voilà. Donc, il y a plein d'automatismes dont on n'a pas forcément conscience, et le fait de les relever, ces automatismes, repérer ceux qui nous aident à grandir et les renforcer, et puis changer ceux qui nous freinent un petit peu. Donc, on va voir que, en fait, cette mécanique neurologique, elle est. Donc, on parlait de programmation, hein, c'est-à-dire ces apprentissages. Neurologie, parce qu'on parle du cerveau et du système nerveux. Et puis enfin, la linguistique, parce que, en fait, il suffit d'écouter une personne nous parler. Quand elle nous parle de ses perceptions, on comprend mieux ses réactions internes. Par conséquent, ses réactions externes, c'est ses comportements. Et c'est intéressant d'entrer dans ces modalités de pensée, dans toute cette forme de communication qu'elle va avoir. Les mots qu'elle va utiliser, la structure des phrases qu'elle va utiliser. Donc, c'est cette linguistique qui nous donne beaucoup d'informations. Si par exemple, quelqu'un, alors qu'elle pense à une situation, regarde dans l'air en disant « ça me dépasse », on voit bien que la réaction qu'elle a est liée non pas à la réalité externe, mais à la manière dont elle se la représente. Donc, il suffira de l'écouter un petit peu plus, non pas dans ce qu'elle dit, mais la manière dont elle pense ou dont elle vit les choses.
Et ça va nous éclairer sur cette mécanique en arrière-plan qui, elle, est automatisée et qui fait que la personne se sent parfois bien ou pas bien, bloquée ou pas bloquée, qu'elle s'enferme dans des croyances qui la limitent ou au contraire qui la servent, etc., etc. Donc c'est grâce justement à toute cette science de la communication qu'on va pouvoir accéder à cette science du changement, si je puis dire. Et pour moi, la PNL, c'est une science de la communication et du changement. C'est-à-dire comprendre comment l'être humain fonctionne. Et puis, du coup, apprenant à le revaloriser dans son fonctionnement, eh bien, on va pouvoir prendre du recul et puis redécider de fonctionner ou de se rééduquer autrement pour gagner en qualité de choix, de bien-être, de possibilités pour avancer. Voilà, donc. Et donc, finalement, la PNL, donc après, si j'entends bien, mais c'est vrai que je suis maître Prat, donc il y a vraiment plein de trucs qui m'ont, je trouve, passionné dans cet outil. Alors, et à la fois, c'est tellement riche que c'est de dire, tiens, de manière concrète, tu as formé donc du coup et tu formes chaque année des centaines de personnes et en fait ma question c'est un petit peu pour ceux qui nous regardent parce que dans ce que tu viens de dire finalement il y a plein de choses, il y a comprendre comment on fonctionne, il y a finalement changer le comportement, donc c'est vrai qu'il y a, tu as parlé de la nourriture, mais il y a ce côté comprendre quand on entend le marchand de glace et qu'on finalement se jette dans la rue pour acheter une glace alors qu'on s'était promis qu'en fait on faisait une semaine sans sucre, qu'est-ce qui se passe? Moi je sais par exemple que quand je décide de faire régime, ça marche jusqu'à ce que je bois du chocolat, tu vois. Et donc là, dans la boucle et dans le déclencheur, on a un petit souci de tiens, entre ce que je me suis dit à un moment donné, et je pense bon pour moi, et une partie qui pense bon pour moi, et l'action qui est, c'est tellement bon le chocolat et le plaisir que ça… Voilà, que ça amène, il y a vraiment cette réflexion de dire, tiens, qu'est-ce qui dysfonctionne à un moment donné? Et comme tu disais, j'essaie un peu on va dire, de découper, j'aime bien cette expression-là, de découper l'éléphant, et je n'ai rien contre les éléphants, mais l'idée, c'est tu vois, tu as parlé de, tiens, reprogrammer le cerveau, et puis en même temps, être attentif à ce qu'on dit. Enfin, tu vois, il y a plein de niveaux. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire une représentation plus ou moins, ou est-ce que tu pourrais donner des exemples plus ou moins? Alors, bien sûr. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des fois, par exemple, tu décides de faire attention à ta santé et tu te dis « Ah, je ne vais plus manger de glace parce que j'en mange un peu trop ou alors je me jette un peu vite le chocolat. » Et donc, tu te rends compte que ta tête voudrait une chose, mais qu'en fait, pris dans l'instant, ton corps, on va dire, c'est-à-dire toutes les autres parties de toi, préconscientes et inconscientes, font autre chose. On est un petit peu là-dessus. Donc là, c'est intéressant de repérer comment ça marche en fait, parce que la tête est une chose, mais le système préconscient et inconscient est une autre chose. Pour faire une analogie, moi j'aime bien parler du cavalier et du cheval. Le cavalier étant mon conscience, que je voudrais, par exemple, je voudrais faire du sport, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre. Je voudrais mieux m'alimenter, je voudrais avoir de meilleures relations je voudrais avoir plus de confiance en moi, j'aimerais bien aller parler en public, mais j'ai en même temps en arrière-plan des parties de moi qui me freinent émotionnellement. Et ce n'est pas forcément toujours très conscient. Mais c'est vrai que c'est plus confortable de rester sur son canapé que prendre ses baskets et aller courir. C'est vrai que quand il y a une belle glace comme ça, bon, allez, je vais en reprendre un peu parce que sur le coup, j'en ai envie. C'est vrai que j'avais dit que le tabac, ce n'était pas forcément très bon pour moi, mais n'empêche qu'à la fin d'un repas, on se retrouve en terrasse avec les copains et hop, c'est plus facile bon, etc. Et on a donc comme ça en nous différentes parties. Et je trouve que ce qui mène notre vie, ce n'est pas notre tête. Ce qui mène notre vie, c'est ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire en préconscience et en inconscience. Alors, juste pour un petit rappel, le conscient, c'est ce sur quoi je peux poser consciemment mon attention. D'accord? Donc, c'est quelques éléments. Il y a 7 plus ou moins, 3, 4, 5 éléments comme ça simultanément. Après, le préconscient, c'est tout ce que j'ai automatisé dans mes pensées, dans mes réactions émotionnelles, dans mes comportements. Par exemple, si vous conduisez une voiture, le premier jour, c'était compliqué de gérer tous les paramètres, entre le volant, le levier de vitesse, le rétroviseur, les gens qui traversent, tout ça. Et puis, peu à peu, ça s'est automatisé et c'est ainsi pour à peu près tout. Donc, heureusement que ce préconscient automatise les choses. Et ce qui mène le préconscient, c'est le sentiment de confort. C'est très important pour lui, le sentiment de confort. Ce qui veut dire que si à la fin d'un bon repas, il y a du dessert et qu'il en reste encore un peu dans le plat et que j'ai envie de me remettre une dose de bien-être, mon inconscient, il sait comment se faire du bien. Il reprendra du dessert ou il reprendra du tabac.
Et il peut aller comme ça très loin, y compris sur des choses qui sont destructrices à moyen terme et long terme. Parce qu'au moment où il le fait, il cherche à satisfaire quelque chose d'important. Donc, si moi, je ne sais pas écouter cette partie de moi interne, qui est plus émotionnelle, eh bien, je vais pas avoir, je vais mettre soit en culpabilité à l'égard de ce que je fais, parce que je dis, sur le coup, je l'ai fait, ça m'a fait du bien, mais après, je me culpabilise. C'est en général comme ça qu'on a tendance à faire. J'aurais pas dû reprendre du dessert, j'aurais pas dû ceci. J'ai crié sur ma fille, je m'en veux, etc. Donc, et du coup, il y a cette dissonance entre la tête et le corps. Et du coup, on va avoir de moins en moins la main sur sa vie, malheureusement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir comment recréer ce lien entre cette partie consciente, cette partie préconsciente, cette partie inconsciente. Et redevenir le cavalier qui tient son cheval. Parce que, encore une fois, s'il y en a un des deux qui ne veut pas sauter la barrière, c'est toujours le cheval qui gagne. Donc, c'est important de se recréer. Et pour ça, il nous faut se remettre en lien avec nous-mêmes. C'est-à-dire réécouter qu'est-ce qui est important pour nous, redonner de la place à cette personne, revaloriser cette personne qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour grandir. Et on le verra après, faire grandir. C'est-à-dire que pour ça, on a besoin de liens, on a besoin d'écoute, on a besoin de considération, on a besoin de prendre en compte ce phénomène émotionnel, ne serait-ce que pour écouter les frustrations que nous avons, et à partir de ces frustrations, d'aller découvrir quels sont ces importants qui sont là derrière. Donc là, je touche à un des premiers piliers pour moi qui est très important dans le monde de l'évolution personnelle, que ce soit avec la PNL, mais je crois aussi avec beaucoup d'autres approches, c'est cette écoute de ce qui est important dans notre vie. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui vraiment? Tu vois, aujourd'hui, ce qui te porte dans le fait de monter un sommet, c'est probablement, tu ne le ferais pas s'il n'y avait pas des valeurs importantes. Tu vois, parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, temps, énergie, argent, etc. Et si tu le fais, ça répond à quelque chose d'important. Et j'ai envie de dire, c'est plus tu sens que tu nourris un système de valeurs important, plus le voyage va devenir positif. Parce que ça a du sens pour toi, ça a du sens pour les autres. Et après, ce sens-là, il va déterminer justement ce feu intérieur, cette énergie, cette mobilisation interne qui fait que tu te sens heureuse. Tu peux y mettre des heures, peut-être travailler tard le soir, peut-être y penser encore le week-end parce que ça t'anime vraiment. Et du coup, tu vas te donner des projets, des objectifs qui vont évoluer eux aussi. Donc, on va voir que le système de valeurs est un premier pilier important. La capacité ensuite à te projeter vers un avenir qui te stimule. Et pourquoi va-t-il te stimuler? Parce que le résultat que tu as pour toi ou pour d'autres, eh bien, est en phase avec ce système de valeurs. Et ça va entraîner de l'énergie, ça va te mettre ce qu'on appelle en mission. Et cette énergie, elle va booster tes comportements, elle va t'entraîner à vouloir évoluer. Et c'est cette combinaison-là qui va faire que tu avances. Si on prenait par exemple la procrastination, qui est un des fléaux, on va dire, chez beaucoup de personnes, eh ben, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que, sauf qu'elle est inversée. Si je remets toujours à plus tard l'idée d'aller faire du sport ou de rendre ce dossier ou de faire ce que j'avais dit que je ferais mais que je ne fais pas parce que… Eh bien, en fait, c'est simplement parce qu'il y a une partie de moi en arrière-plan qui tire dans l'autre sens. En l'occurrence, le cheval, il n'a pas envie d'avancer. Et pourquoi il n'a pas envie d'avancer? Parce qu'il n'y a pas eu de prise en compte suffisamment profonde de son monde intérieur. Et ce que je trouve intéressant dans la mécanique humaine, c'est de comprendre en fait cette mécanique. Parce que du coup, je vais pouvoir vraiment la mettre au service de ma vie. Et qu'il y a des paliers par lesquels on passe. Et je trouve que la PNL, pour moi, enfin en tout cas, elle révèle énormément bien en fait cette mécanique humaine. Et bon, après, c'est un métier, hein, ça s'apprend, il y a des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 4. Mais comprendre en fait cette mécanique humaine, découvrir à quel point elle est bien faite, quoi. C'est juste fascinant. Et du coup, de mieux piloter sa vie intérieure, sa vie aussi à l'égard de son environnement, ça offre un champ de possibilités infinies. Et je crois que ce qui nous rend le plus heureux, c'est d'avoir une vie qu'on a choisie, en fait. Se créer cette vie qu'on a choisie. Et une vie qui est positive, c'est une vie qui répond à nos aspirations, mais encore faut-il prendre en compte ces aspirations. Alors, je crois que la vie est bien faite parce que quand on ne prend pas en compte ces aspirations, c'est la vie qui nous signifie
par des feedbacks que ça va pas. Parce que ça va plus aller, je sais pas moi, dans mon couple, ça va plus aller dans ma vie sociale, ça va plus aller dans la vie professionnelle. Et quand on a des difficultés qui nous arrivent, elles sont juste là pour nous inviter en fait à grandir, c'est-à-dire à prendre en compte ce qui se passe. Au lieu de rejeter la responsabilité à l'extérieur, on va prendre cette responsabilité de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à cette écoute intérieure, grâce à cette prise en compte de nos importants, à remettre le focus sur qu'est-ce qui serait une solution pour nous demain, à remobiliser notre énergie, à agir de manière plus positive et constructive. Donc c'est tout cet ensemble qui fait cette accélération, qui fait qu'on redevient acteur, auteur, créateur, entrepreneur finalement de sa vie. C'est ça qui me passionne. Et ce que je trouve juste extraordinaire dans la PNL, c'est que tu sais, souvent quand voilà, tu donnais l'exemple, effectivement, enfin voilà, tu reprenais l'exemple du chocolat, etc., t'expliquais, mais en fait, quand toi tu le vis, tu dis juste, ah, je suis nulle en fait, j'arrive pas enfin voilà, tu considères comme un tout le fait de dire, ah, mais franchement, j'arriverai jamais à passer une journée sans chocolat, décemment, c'est pas possible. Et donc, tu t'autocritiques par rapport à tes comportements, voire à la personne que tu es, parce que tu fais un imbroglio un peu de tout en disant je ne suis pas du coup. Et ce que j'aime beaucoup dans la PNL, c'est que en fait, tu as des tas d'outils qui te permettent en fait de vraiment découper et de comprendre ce qui dysfonctionne dans ce comportement, que ça soit, enfin, donc on voyait le déclencheur et la boucle. Moi, un autre exercice que j'aime beaucoup, c'est le recadrage, tu vois, le fait de pouvoir voir une situation de plein de manières différentes. Et donc, cette capacité, en fait, je ne vais pas dire être un caméléon, mais cette flexibilité à pouvoir, et du coup, ça devient un peu, au fur et à mesure qu'on s'entraîne avec les différents outils, ça devient un peu un réflexe en disant, OK, ben, alors, par la porte, visiblement, ça ne le fait pas. J'arrive pas, ça ne rentre pas dans ma carte du monde. J'arrive pas à comprendre cette personne, ce comportement, etc. Et à force d'exercice, en fait, tu te rends compte qu'il y a forcément autant de réalités que de personnes qui sont présentes, mais qu'en plus, il y a moyen de pouvoir changer l'une ou l'autre chose dans ton environnement, en tout cas dans ta perception, qui est évidemment sous ton contrôle, pour te permettre de changer non seulement le regard que tu poses, mais forcément le ressenti, voire faire bouger des croyances. Et est-ce que tu aurais éventuellement, tu vois, des exemples à donner justement de parties d'outils? Alors, à la fin de l'interview, on fera de toute façon un petit exercice. Tu vois, des exemples à donner par rapport à, tiens, dans des situations concrètes, quels sont les différents un ou deux outils ou techniques hyper puissantes de la PNL qui permettent de changer absolument tout le vécu et tout le ressenti. Alors, je vais prendre mon histoire. Moi, je suis un garçon. Bon, j'ai une particularité pour revenir un petit peu sur ce qui fait aujourd'hui, je pense, ma sensibilité. C'est d'abord, je suis né en communauté. Donc, je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Pasto, qui est un homme qui a vécu avec Gandhi pendant 2-3 ans, je crois, en Inde, pendant la libération de l'Inde. Et qui a été, quand il est rentré en France, il a fait partie des premiers grands leaders des mouvements non violents. J'en parle parce que ça va expliquer pas mal de choses après qui ont beaucoup influencé ma vie. Et dans cette communauté, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'ouverture à la différence, parce que c'était un peu les années 60, 65. Donc, il faut savoir qu'en communauté, il y a des gens qui étaient là de tout horizon, de toute couleur, de toute… voilà. Et ce qui était intéressant, c'est justement de comprendre que d'abord, vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société, parce qu'on est confronté tous les jours à des gens qu'on n'a pas choisis. Et moi, j'ai connu des gens qui, parce qu'ils étaient en conflit avec une autre personne, décidaient de jeûner, d'arrêter de manger donc, pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où ils allaient résoudre leurs problèmes. Il est clair qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des techniques beaucoup plus pertinentes qu'on va trouver par exemple en PNL pour résoudre des problèmes de divergence de point de vue. Et on va y revenir justement sur ces techniques simples. Donc ça, c'est une première chose, c'est cette ouverture à la différence et qui a beaucoup influencé ensuite ma vie parce que la vie, elle est faite de différences. Et effectivement, notre système nerveux, lui, il est habitué à des références qu'il connaît. Mais quand il est confronté à un environnement qu'il ne connaît pas, eh bien, sa première tendance, c'est de se protéger. Et comprendre cette mécanique, ça ouvre énormément de possibilités, en fait. Non pas même pas forcément pour changer tout de suite, mais d'abord pour s'honorer dans ses propres comportements, y compris limitants. Et ça, c'est un point
un premier point important, je vais y revenir. Donc, il y a cette notion d'ouverture à la différence. Et la deuxième chose qui m'a marqué beaucoup, et qui va compléter le propos ensuite, c'est le fait d'avoir été très vite en contact de gens qui avaient fait des vrais choix de vie. C'est-à-dire qui avaient parfois abandonné ou quitté des environnements qui étaient extrêmement confortables, socialement parlant, pour aller vers une vie qui répondait vraiment à leurs aspirations. Parce qu'ils s'étaient engagés sur une cause, sur un projet, une vision pour la société qui vraiment les animait. Donc, du coup, qui étaient beaucoup plus heureux parce que au contact d'une vie qui répondait vraiment à leurs aspirations. Et ces deux éléments-là, l'ouverture à la différence et cette connexion à ce qui est important, beaucoup plus tard, ça a vraiment été les deux piliers qui ont orienté toute ma vie professionnelle, et notamment grâce à la PNL. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu une enfance qui était entourée de gens qui étaient extrêmement bienveillants, tout ça. À 7-8 ans, je suis monté à Grenoble parce que mes parents ont été sollicités par le maire de Grenoble à l'époque pour un gros projet sur un quartier un peu chaud qui s'appelle le quartier des Villeneuve. Et moi, j'ai grandi enfant. Après, je suis passé d'un monde un peu de bisounours, on va dire, à un monde où il y a eu beaucoup de violence, qui était la cité en quelque sorte. Donc la première année, en gros, j'ai pris des coups un peu partout. La deuxième, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça se passait. Et après, par phénomène de survie, ben, j'ai pris… au début, j'étais suradapté, mais après, je me suis construit une carapace pour apprendre à me défendre. Et ça a été tellement puissant que je suis même devenu un peu chef de bande et capable de faire des conneries. Enfin, voilà, quand je me dis aujourd'hui, c'est pas possible que j'ai pu faire des trucs pareils. On était capable de passer à côté d'une école et à coup de pierre de matraquer toutes les vitres en l'espace d'un quart d'heure. En fait. C'était un truc de dingue. Faire des conneries, quoi. Bref. Et c'est fou comme quand on est dans un monde de violence, eh bien, on a deux choix possibles. Soit de s'écraser et de subir, parce que face à l'autorité, on ne sait pas quoi faire. Et j'ai commencé par là. Et donc, du coup, à ce moment-là, eh bien, dans ma tête, qu'est-ce qui s'est imprimé en termes d'expérience personnelle? C'est que je n'étais pas quelqu'un d'aimé par les autres, et encore moins par l'environnement. Donc, je me suis adapté dès qu'il y avait une autorité, c'est-à-dire, moi, dans ma vie, c'était soit il y a des gagnants, soit il y a des perdants. Mais il ne fallait pas me parler de bisounours à l'époque. Pourquoi? Parce que dans mon système nerveux, c'est soit tu subis, soit tu deviens plus fort. Et le seul moyen de vivre et de survivre, c'est devenir le plus fort. Donc, j'ai fait des arts martiaux à outrance, je contrôlais tout, et j'étais capable de rester de marbre dans à peu près toutes sortes de situations. Donc, et en même temps, c'est fou parce que à la fois, je développais des capacités à contrôler moi, l'environnement, et à me faire de plus en plus mal, à sentir de moins en moins les choses. Donc, je devenais une baramine, en fait, en quelque sorte. Et j'étais devenu puissant. Mais intérieurement, j'étais d'une fragilité incroyable. Mais c'est pour contrecarrer cette chose que je suis devenu fort et puissant. Donc, je me battais, etc. Mais dans ma psychologie, et je continue dans mes petites années, 17, 18 ans, je garde cette même chose. Ce qui veut dire que, par exemple, par rapport au monde féminin, j'étais un handicapé comme c'est pas possible en fait. Parce que impossible de parler de mes émotions et j'avais peur du monde féminin. C'est un monde que je connaissais pas. J'en avais peur et je me représentais toujours comme étant pas aimé en fait. Pour te donner une expérience, je me souviens un jour, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, je suis en voiture et je suis le long d'une route et je vois une colonie. Et je me dis dans ma tête à ce moment-là, ils doivent être plus heureux parce que je suis pas avec eux. Parce que dans ma croyance, je dérangeais les gens. Je dérangeais le monde féminin. Mais c'était très puissant dans ma tête. Alors, face à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé évidemment une brèche, comme je le disais tout à l'heure. Je me suis investi dans le secours. Et du coup, ça a été pour moi la première voie où je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de bien et être reconnu parce que tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui savait sauver une personne. Donc, je me suis énormément investi là-dedans. J'ai fait beaucoup de SAMU, enfin, je suis devenu moniteur fédéral, national, je me suis spécialisé en tout ce qui existe en termes de secours, routier, aquatique, sportif. J'ai passé un maître nageur alors que j'avais une phobie de l'eau à 12 ans, enfin, ou 13 ans. Enfin, c'était un truc de dingue en termes de dépassement. Et puis, ça ne me suffisait pas, sauvetage en mer, je me suis spécialisé je me suis entraîné pour être pompier de Paris, puis après, c'était pas assez dangereux, donc j'ai voulu passer les concours de marin-pompier à Marseille, parce qu'on fait des incendies. Enfin, plus c'était dangereux, plus ça me plaisait, en fait. Donc,
je vois que dans cette course, à la fois je réussis, mais je réussis sur un mode fonctionnel. Et après, combien de fois j'ai retrouvé le même modèle dans la vie du business, dans le couple, où je ne vis que je crois que c'est à travers le fait d'avoir réussi, de me dépasser, que je vais finalement me sentir un jour heureux. Le fait d'avoir plus d'argent, le fait de réussir des compétitions sportives. Et combien de fois j'ai vu ça dans le monde du sport, dans le monde du business, dans le monde du couple, où je crois que je vais être aimé parce que je prouve que je suis quelqu'un de bien. Tu vois le scénario. Et là, je suis dans un système de croyances qui est très performant, en fait, qui m'offre la possibilité de réussir. Et je réussis beaucoup. Mais à quel prix, en fait? Et c'est clair que continuer dans cet axe-là, je serais mort aujourd'hui. Parce que j'allais toujours de plus en plus loin. Et c'est comme ça que je découvre à un moment donné, en thérapie en l'occurrence, que je cours après le fait de vouloir voilà, sauver les autres. Mais à travers ça, je n'avais pas compris que c'était Polo que je cherchais à sauver. Et qu'est-ce qui s'est transformé? C'est le jour où j'ai accueilli cette partie de moi, en fait. Mais pas cette partie de moi qui est puissante, cette partie de moi qui a peur, cette partie de moi qui est en colère, cette partie de moi qui est triste, cette partie de moi qui a le sentiment que je n'existe pas, en fait. Et là, je reprends bien. Et c'est là que la transformation se fait. Et on ne fait pas, moi je ne crois pas du tout à ces messages, on va faire exploser nos croyances. Parce que le sentiment que j'ai eu, il ne faut pas croire qu'il a complètement disparu. Moi, aujourd'hui, je suis encore fragile à ce sentiment de rejet. Sauf que ce qui a changé, c'est que j'accueille beaucoup plus ce sentiment de rejet. Et quand j'accueille ce sentiment de rejet, je sais que c'est une mécanique interne qui m'entraîne là-dedans. Et la peur de demander, que j'ai eu beaucoup, c'est une croyance interne. Ce n'est pas les autres qui me rejetaient, c'est moi qui avais le sentiment de déranger et j'interprétais très vite, par exemple, à la manière dont tu me regardais. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande fragilité intérieure. Donc, j'avais une tendance à interpréter le monde en fonction de ce que je vivais. Et c'est ce qui est le plus nuisible chez un être humain. L'autodévalorisation, la dévalorisation de soi, c'est l'élément le plus nuisible. Moi, je pense que la moindre de nos cellules, c'est un miracle dans cet univers. Et se dévaloriser, c'est une insulte à la beauté intérieure dans laquelle nous sommes. Et malheureusement, le système émotionnel, lui, il réagit non pas à une réalité externe, mais à une réalité interne. Et donc, la croyance, ce n'est rien d'autre que le sentiment dans lequel je suis. Donc, si j'ai l'impression que l'autre m'a trompé et que du coup, je suis nul à cause de ça et que je m'en veux, etc., je peux passer des années à me répéter cette même histoire, que mes parents m'ont abandonné, que mon conjoint m'a trompé, etc., que parce que j'ai perdu un enfant, je ne peux pas être heureux. Et je me crée des blocages. Et malheureusement, c'est une réalité émotionnelle. Et cette réalité, je vais l'entretenir par des tas de mécanismes, pensées, émotions, comportements. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça. Mais pour le transformer, il faut de l'amour, il faut de l'écoute, il faut de la considération, il faut de la reconnaissance. Et quand on rentre dans cette dimension, c'est incroyable ce qu'on peut transformer, en fait. Et donc, dans tout ce qui… merci pour ce magnifique témoignage. À mon avis, je pense que ça va résonner et toucher pas mal de personnes. Et suite à ça, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, tu vois, de passer de ce… bon, je vais dire un mot, si ça ne fait pas écho, tu me le dis, mais de ce caïd je prends conscience et je plonge. Il faut quand même, et je trouve ça du coup rigolo, quand une fois je dis je plonge et on parle de sauvetage. Quelque part. Des étapes. De quoi? Ce que tu me demandes, c'est combien de temps il a fallu ou qu'est-ce qui a fait le passage d'un à l'autre? À un moment donné, parce que tu sais, c'est un peu comme une grenouille en fait. Tu peux rester dans l'eau chaude ou faire, tu vois, faut chauffer l'eau pendant un certain temps. Et je pense qu'à un moment donné, il y a quand même pas mal de gens, voilà, le vivre avec l'une des blessures, ressentir justement ce mal-être et se construire cette carapace pour se protéger de mille et une choses. Je pense que c'est l'eau. Je ne vais pas dire de tout le monde, mais de beaucoup de gens. On se protège toujours par rapport à quelque chose. On se construit et peut-être on met de côté émotions, sentiments ou les choses où effectivement on met sous le tapis en disant franchement ça va. Si je le mets sous le tapis, c'est sûr que ça va passer, ça va disparaître. Et donc à un moment donné, est-ce que chez toi en tout cas, il y a eu un déclencheur où tu t'es dit maintenant ça suffit, il doit y avoir autre chose? Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs. Le premier, ça a été la thérapie.
mais qui au bout d'un moment, alors, elle m'a permis de retrouver des émotions. Par exemple, moi, j'ai pas versé une larme. Entre 13 ans, j'ai perdu ma mère notamment. Et après, j'ai eu des tuteurs. Et à 16 ans, j'étais autonome. Mais entre 13 ans et 19 ans, je ne me souviens pas avoir pleuré, malgré la pression énorme que j'avais autour de moi. Donc, quand j'ai commencé la thérapie, c'est vrai qu'on me demande, tiens, Paulo, comment tu vas? Je disais, ça va bien. En fait. Mais j'étais un peu comme une poule devant un couteau vis-à-vis des émotions. D'accord? Ça ne veut pas dire que je n'avais pas une sensibilité. J'avais une grande sensibilité. Mais je n'avais pas de mots là-dessus et automatiquement, je me coupais. Je savais être de marre dans toute situation. Et donc, la thérapie, ça m'a donné l'occasion d'aller reconnecter à ça. Ça m'a réouvert. Et comme j'ai fait beaucoup de gestalt, j'ai plutôt bien choisi ma voie, puisque la gestalt, c'est l'art justement de réouvrir aux sensations. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, je pense, à l'époque, mais c'était lié à, je pense, à la culture un peu de l'époque, on revenait tout le temps dans l'accueil des émotions en se rebranchant sur les situations difficiles qu'on a vécues. Et j'ai passé des week-ends entiers à pleurer, à crier, à taper sur les coussins et à faire ressortir ma peur, ma colère. Au bout d'un moment, c'était trop, en fait. Et heureusement, la PNL est arrivée. Et d'ailleurs, je suis parti un peu vite dans la polarité opposée. C'est-à-dire que là, on me dit, ah ben non, Paulo, à la place de la peur, qu'est-ce que tu veux? La confiance, la colère. Et là, j'ai mis le paquet énorme sur développer ma puissance, tu vois. Donc, il y a eu la PNL. Ensuite, j'ai connu Anthony Robbins, je crois que c'était en 94-95. Donc là, on est allé en grande salle, c'était très puissant, le peak state, le truc. Et là, j'ai eu vraiment la polarité opposée, c'est-à-dire que je suis le premier responsable, ça c'est vrai de ma vie, mais c'était toute la puissance au service de ma vie. Je suis le premier responsable de ma vie, c'est moi qui décide de tout. Je suis parti dans une polarité très forte là-dessus, très égotique en fait, mais qui m'a fait du bien. Parce qu'orienté cette fois-ci sur mes rêves, sur ma puissance, sur tout ça. Et puis, au bout d'un moment, les deux mondes se sont réaccordés, en partie aussi avec la PNL. C'est-à-dire le monde à la fois de la lumière et le monde aussi des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est l'accueil de ce qui se passe. Et c'est la prise en compte des deux polarités, c'est-à-dire que j'ai autant besoin de ma peur, de ma colère, de ma tristesse, etc. Tous ces sentiments qu'on pourrait dire négatifs, mais qui ne le sont pas, qui sont absolument positifs. Parce que accueillir sa fragilité, eh bien, ça nous permet d'aller au contact de ce que l'on vit et par conséquent de trouver la lumière qui est derrière. Parce que derrière toute frustration, il y a une ambition. Si je suis dans la peur, c'est qu'il y a derrière le besoin de retrouver la sécurité. Si je suis dans la colère, c'est qu'il y a besoin de retrouver un cadre qui me convient mieux. Si je suis dans la tristesse, c'est qu'il y a besoin de retrouver un lien avec quelque chose que je crois avoir perdu. Donc, le fait de mieux comprendre comment cette mécanique émotionnelle fonctionne, de l'accueillir, au lieu de la fuir ou de l'attaquer, mais vraiment de l'accueillir, de la bénir et de co-construire avec, c'est sûr que ça a énormément changé ma vie. Ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a permis de me reconnaître, de vivre pour ce que j'étais, de retrouver de la valeur, non plus sur un mode fonctionnel, même si l'idée de performance m'intéresse toujours, mais de redonner de la place à la personne que je suis en tant qu'être humain. Parce que nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains. Il faut juste dissocier les deux mondes. Et la clé qui m'a énormément aidé, c'était l'accueil de mes importants. À travers mes frustrations, l'accueil de mes importants. Et je pense que la période, tu parlais de la période tout à l'heure actuelle qu'on vient un peu de traverser, qui nous ramène justement, qui nous a ramenés à nous, dans notre intériorité intérieure, elle a beaucoup permis, je pense, à des personnes de s'arrêter un peu, de retrouver ce qui finalement les rendait heureux, et puis de se poser des vraies questions sur c'est quoi leur important aujourd'hui. Et je pense que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Et en tout cas, ça a été un saut de transformation très important. Il y a eu un gap de transformation très important quand j'ai commencé à écouter, à être à l'écoute de ce qui se passe. Autant de mes frustrations, mais pas pour rester dans la frustration, pour aller chercher ce qui derrière, du coup, me porte en fait. Donc derrière tout tombe, il y a de la lumière. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de réallumer ce que j'appelle des réverbères, c'est-à-dire se remettre
en lumière, remettre en lumière ce qui nous importe, ce qui est important pour soi, pour les autres. Donc, je peux vivre à un moment donné une séparation, être malheureux, et je l'ai vécu, sentiment de rejet parfois, sentiment d'injustice parfois, sentiment de tristesse parfois, et me dire, tiens, finalement, tout ça, qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi? La deuxième question, c'est ensuite, comment j'ai contribué à ça? Parce que c'est facile de remettre la cause souvent à l'extérieur, mais passer de cette remise en cause de l'extérieur à une remise en cause de mon propre fonctionnement. Tout résultat qu'on a dans la vie découle d'un comportement. Je veux dire par là que si j'ai un problème d'argent, le problème, ce n'est pas mon manque d'argent. Le problème, c'est le comportement que j'ai mis en place pour me retrouver là-dedans. Si j'ai un problème de confort dans ma vie, le problème, ce n'est pas le confort, c'est le comportement qui m'est amené là. Si j'ai un problème de conflit permanent avec mon environnement, le problème, ce n'est pas le conflit, c'est le comportement qui nous a amenés là. Alors, le sous-jacent du comportement, c'est tout un système de croyances. Et comprendre comment mieux communiquer, comment gagner de l'argent, comment réussir une entreprise, c'est super parce qu'on intègre des stratégies. Mais le sous-jacent de nos stratégies, c'est une émotion, c'est qui on est. C'est pour ça que je pense que retrouver le bonheur de vivre, se remettre dans une disposition intérieure positive, c'est le sous-jacent de tout comportement d'excellence. Donc, quand on comprend mieux cette mécanique, elle ouvre un champ de possibilités considérable et elle nous permet de nous libérer, en fait. Donc, quelques clés peut-être importantes. La première, c'est d'apprendre à accueillir ce qui est important pour soi. Remettre le focus sur des solutions, ça a l'air de rien, mais imaginons que j'arrive sur le quai de la gare, un peu en retard, donc je vois mon train partir. Et là, je sais qu'en ayant raté mon train, je vais rater mon avion. Et qu'en ratant mon avion, je perds mes 15 jours de vacances aux Bahamas. Tu vois un peu la situation? Et là, combien de temps je vais rester sur le quai à énumérer en quelque sorte la perte que je suis en train de vivre? Voir les causes qui ont fait que, encore une fois, j'ai échoué. Ça peut être le taxi, le machin, le truc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait quelles sont les composantes qui vont me desservir, qui sont des réflexes dans lesquels nous nous mettons, notamment quand on ne va pas bien. Le premier, c'est le rejet de la responsabilité sur le monde extérieur. Le deuxième, c'est la critique de moi, des autres et du monde. La troisième, c'est la plainte. Parce que là, on va s'enchaîner, on va entraîner la plainte. La plainte, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour se couper de nos ressources et pour se faire une vie, excusez-moi du terme, mais pourrie. Et malheureusement, dans la plainte, je vais développer des croyances, des sentiments intérieurs et des comportements, des micro-comportements qui vont m'entraîner dans de la perte. À tel point que cette victimisation, elle peut m'emmener dans ce que j'appelle les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, c'est je ne vais juste pas bien maintenant. Le niveau 2, j'ai une interaction qui est compliquée avec mon environnement, conflit. Niveau 3, je tombe en dépendance. Je vais avoir besoin d'un médecin, je vais avoir besoin d'une société. Pourquoi? Parce que je suis tellement bas qu'il va falloir que la société m'aide à me relever. Niveau 4, je me détruis. Soit je détruis le monde et je me détruis ensuite, mais c'est la mort. Donc ça, ces principes-là, ils sont tout à fait connus. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui régissent autant la croissance que la décroissance. Et ces lois, elles sont mobilisées par notre vie intérieure, qui là, pour le coup, est partie dans le négatif. Donc, ce n'est pas l'émotion qui est embêtante. Ce qui est embêtant, c'est le comportement que cette émotion va entraîner. Par exemple, je prends la colère. Moi, j'étais beaucoup dans la revendication. C'est-à-dire que tu me parlais mal, je dis quoi, ça ne va pas, et puis c'était soit toi, soit moi. Mais soit je m'écrasais, soit je te rentrais dedans, et voilà. Et souvent, c'était la deuxième option qui partait vite. Mais là, je suis dans un mode fuite ou attaque, en fait. Je croyais contrôler, mais la réalité, c'est que ce n'était pas une bonne stratégie. Le fait de reconnaître cette colère qui était en moi et de la canaliser dans quelque chose de beaucoup plus constructif, ça fait une énorme différence. De découvrir que tout leader, en fait, il est animé de colère. Et c'est parce que je vis cette injustice que du coup, je me dis, au lieu de dévaloriser l'environnement, de critiquer, je me dis, waouh, à partir de ça, quelle responsabilité je prends? Qu'est-ce que je découvre qui est vraiment important à mes yeux? Quel est le projet vers lequel j'ai envie d'aller? Et comment je vais mobiliser mon énergie pour justement rétablir un cadre qui soit plus cohérent avec ce à quoi j'aspire?
tous les grands leaders sont animés de cette colère. Mais c'est une colère qui est organisée, orientée sur quelque chose de constructif. La peur est essentielle. La colère est essentielle. La tristesse est essentielle. Le fait de mieux comprendre ce qui se joue en interne, quand on est dans la peur, la colère ou la tristesse, ça permet, évidemment, ce sont des voyants rouges qu'on apprend à lire, comme on apprendrait à lire, je sais pas moi, le cockpit par exemple. C'est clair que si je vole la nuit et qu'il y a des voyants rouges qui m'alertent que je suis en train de me rapprocher un peu vite du sol, et que moi je casse le voyant rouge parce que je n'ai pas envie de voir le voyant rouge, c'est quand même un peu risqué. C'est comme rouler en voiture et avoir la jauge d'huile qui sonne et ne pas la prendre en compte en fait. Alors sur le coup, ça ne va pas nous arrêter tout de suite de ne pas la prendre en compte. Mais si on continue à avancer sans prendre en compte ce voyant, on va finir par griller le moteur. Et c'est ça la vie. La vie, elle est faite de voyants rouges, sauf que si on n'apprend pas à prendre en compte ces voyants rouges, à les aimer, à les bénir, à les accueillir et à interagir de manière constructive avec, malheureusement, la vie va nous renvoyer des problèmes de plus en plus importants pour qu'on se prenne en charge. En fait. Donc voilà, ça c'est les voyants rouges. Heureusement, il y a les voyants verts. Ce qui veut dire qu'au lieu de rejeter la responsabilité, je vais prendre la responsabilité. Et quelle que soit la situation, ça c'était par exemple un gap de changement dans ma vie qui a été très important. Et parfois, quand je culpabilisais ou que je mettais la responsabilité à l'extérieur, j'avais raison. Parce que le problème, il était réellement de l'extérieur. Je veux dire par là que si je retrouve ma voiture et qu'on m'a piqué mes roues, ce qui est arrivé à un ami il n'y a pas longtemps, la manière dont je vais réagir, je veux dire c'est extérieur, je n'ai pas la main là-dessus. Mais la manière dont moi je vais réagir par rapport à ça, c'est ma responsabilité. Mais ça demande de l'entraînement que d'arriver et de constater qu'il y a une situation. Et c'est vrai que dans cette situation, quand je retrouve ma voiture posée sur des cales parce qu'on m'a piqué mes 4 roues, j'ai rarement une question du genre, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation? Parce que mon système nerveux, il n'est pas calibré pour se poser ce type de questions. C'est plutôt du genre, mais qui c'est qui a encore fait ça? C'est pas possible ce quartier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des automatismes qu'on va pouvoir changer parce qu'on va prendre conscience de la responsabilité que nous avons à l'égard des situations qu'on vit. Alors oui, il y a des moments, et il y en aura toujours des moments où on va se confronter à des situations de contrainte. Parce que des situations de contrainte, on en vivra toujours. Des trains qu'on rate, il y en aura toujours. Des mauvaises météos, il y en aura toujours. Des rejets, des demandes qu'on peut faire de financement, de quoi que ce soit, il y en aura toujours. Des pertes de proches, il y en aura toujours. La vraie question, c'est comment je vais améliorer mon interaction à l'égard de ces situations. Est-ce que je vais subir la situation ou est-ce que je vais en devenir davantage l'acteur, l'auteur, le créateur? Et auteur et créateur de quoi? Auteur et créateur de ce que j'ai envie de faire grandir face à ça. Et je pense que toutes les contraintes, toutes les crises sont là pour nous faire grandir. La vraie question, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on va à la salle de sport. On se met en situation de crise en quelque sorte. Alors, je me dis, tiens, pour développer mes muscles, je vais aller chercher des poids. Et je prends des poids de plus en plus difficiles. Et c'est en optimisant cette réaction face à la contrainte que du coup, je développe un potentiel intérieur. Quand je vois un escalier de 150 marches, je décide de le monter en courant, je me mets face à une contrainte. Donc, c'est une crise, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, il y a une situation compliquée à l'extérieur et moi, je décide de faire face à ces situations. C'est une crise qui a été choisie. Et cette crise, elle me fait grandir puisque je décide d'utiliser cette difficulté pour aller mobiliser des ressources. Pour ça, si je décide d'apprendre le piano, c'est compliqué. Donc, ça demande du travail et c'est une situation en quelque sorte de crise puisqu'il y a un décalage entre une situation que je ne sais pas encore gérer et que je décide d'apprendre à gérer. Et à travers ces crises, je grandis. Parfois, on rencontre des crises qu'on n'a pas choisies. C'est le cas dans notre adolescence, c'est le cas dans la vie de tous les jours. Et quand on n'a pas choisi la crise, la vraie question, c'est quel est le rapport que je vais établir avec cet environnement qui aujourd'hui me pose un vrai problème. Parce que voilà, je n'ai pas envie qu'on me vire cette boîte et c'est ce qui va se produire. Donc, comment je réagis par rapport à ça? Voilà, je tombe malade ou j'ai un burn-out, un coup qui me tombe sur l'épaule. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et on se rendra compte que quand on écoute les gens dans leur évolution personnelle, pour avoir énormément de témoignages, c'est très fréquent que les phases de changement suivent des phases où il y a eu, à un moment donné, une situation compliquée qui s'est présentée.
C'est incroyable. Comme des situations de crise ont permis à des gens de grandir. Et c'est vrai dans toute notre société, dans toute l'histoire de l'humanité. Toutes les grandes crises ont provoqué des pertes et ont provoqué des gains. Et on a toujours grandi de ces crises. Parce que la vie, elle est faite de transformation de toute façon. Et je crois que les contraintes extérieures, elles sont là pour nous faire grandir. Et si je vais même plus loin, je crois que la vie nous aime tellement qu'elle se charge de venir nous chercher quand on n'est pas aligné à ce pourquoi nous sommes faits. Et ce qui est fabuleux, c'est quand on détecte et qu'on connecte véritablement à ce pourquoi nous sommes faits, ce qui fait notre mission, ce qui fait notre essence, on va se confronter à des situations, mais qui nous font, qu'on va aimer, on va avoir du désir d'aller se confronter, on va aimer ces situations de contrainte et on va avoir de la joie à mobiliser des ressources pour ça et on va sentir de plus en plus en confiance, en paix, en sérénité parce qu'on sent qu'on poursuit quelque chose qui a du sens pour nous, pour le monde. Et ça, c'est fabuleux. C'est là que la véritable joie, pour moi, se manifeste. Pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis justement pour cet aspect. Je pense qu'à partir du moment où tu comprends que tout ce qui t'est envoyé, alors confortable, forcément, c'est gai à prendre, mais moins confortable, c'est là pour que tu comprennes quelque chose. Et c'est vrai que du coup, je rigolais de ton exemple. Alors, je suis désolée pour ton ami, mais c'est vrai que j'imaginais sa voiture sans les roues et de me dire, fichtre, qu'ai-je à comprendre là-dedans? Effectivement, sur le MAM, je crois que tu peux faire de la PNL pendant plusieurs années. Ton premier réflexe, c'est pas « Ah, chic, 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 j'ai un truc à apprendre ici », surtout quand tu es en retard pour un rendez-vous, etc. Et donc voilà, oui, effectivement, voilà, la PNL, comme pas mal d'outils, je pense que c'est un ensemble de choses, mais te permet d'avoir finalement de ressentir une joie, même si ce que tu vis n'est pas confortable, parce que tu sais que derrière, la vie te montre qu'il y a un apprentissage à faire. Et d'ailleurs, tu vois, pour rebondir sur l'exemple de cet ami en question qui s'appelle Guillaume Andreu, vous pouvez le voir sur sa page Facebook, Guillaume Andreu, c'est un ami qui alors lui, il s'est beaucoup formé en PNL, évidemment, j'ai envie de dire, il a de l'entraînement. Mais quand il constate sa voiture posée sur cale, il prend son téléphone et on voit, il dit, bah, vous voyez, il m'arrive vraiment une contrainte qui… Mais face à ça, ce qui est intéressant, c'est de découvrir à quel point aujourd'hui je peux me sentir heureux. En fait. Parce que certes, j'ai un problème, parce qu'en plus j'ai besoin de ma voiture aujourd'hui, mais je découvre à travers cette situation, et alors, je ne vous répète pas exactement ce qu'il a dit parce que je ne me rappelle pas, mais c'est de cet ordre-là, et on voit qu'il est réellement heureux en fait. Il n'est pas heureux du fait d'avoir la voiture sur cale, il est heureux parce qu'il a décidé d'être heureux. Et à partir de ça, il va interagir avec la situation d'une manière beaucoup plus zen. On voit que son champ, là pour le coup, de possibilités est beaucoup plus grand. Et même les gens qui sont autour de lui s'étonnent de voir… Alors, c'est même encore plus drôle parce que moi-même qui regarde la vidéo, évidemment par Internet avec d'autres, ah là là, c'est incroyable que ça puisse encore arriver des trucs comme ça. On est presque là en train d'essayer de le sauver, en quelque sorte. Et je vois c'est très marrant de voir les interactions des personnes. Et on voit que, quelles que soient les interactions, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais c'est toujours intéressant de voir que l'interaction, elle est directement liée à la manière dont la personne vit la situation, ou en tout cas la vivrait s'il était à la place de la personne en question. Donc c'est intéressant de voir justement comment on peut vraiment gagner j'allais presque dire en autonomie face à toute situation. Voilà, c'était pour rebondir sur l'exemple. Et écoute, le temps passe vite quand on s'amuse, donc ça fait déjà, je pense, plus d'une heure qu'on est sur cette magnifique thématique. Est-ce que même si on a une voiture avec 4 pneus, tu pourrais, donc en gros, on n'a pas besoin d'attendre effectivement de se faire rouler les pneus pour travailler, pour élargir le champ des possibles. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier exercice Alors, un truc simple qui peut aider les gens très concrètement ouais. quand ils subissent des situations qui sont compliquées pour eux. Un enfant qui n'écoute pas, qui ne veut pas s'habiller, le type, on est dans le métro et puis il y a trop de monde, on n'arrive plus à… Voilà, on commence à être un peu en tension, on est dans un bouchon et ça n'avance pas, on se demande si la personne va arriver à l'heure. Enfin, ça te va comme exemple? C'est génial. Qui me stresse. Alors, je vais vous donner un truc qui est très simple,
et qui m'a énormément aidé dans la vie. Et que je donne et j'ai donné à des milliers de personnes. Très simple. Mais il faut le faire plusieurs fois au début pour vraiment le sentir. Parce que ce n'est pas l'avoir compris qui compte. C'est le fait de l'expérimenter. Et le truc est très simple. C'est, en fait, on va voir comment je vais utiliser 4 points clés qui vont reconditionner le système nerveux à retrouver un état interne qui soit beaucoup plus propice pour interagir d'une manière constructive. Parce qu'au fond, c'est le propos qu'on a tenu aujourd'hui, c'est que si j'arrive à rehausser mon état d'être, je vais avoir un champ de possibilités pour interagir qui est plus vaste, qui est plus positif, qui est donc plus constructif. Donc le truc est très simple, c'est j'inspire par le nez, je ferme les yeux, je souris et je dis merci dans ma tête. Alors, inspirer, déjà, c'est intéressant parce que quand j'inspire par le nez, ça reconnecte à notre inspiration. Et l'inspiration par le nez, c'est ce qu'on fait quand on veut reconnecter, rebaisser. Quand on est en état de stress, on respire par la bouche. Quand on est en état de détente, on respire par le nez. Donc, déjà, premier point niveau, inspirer par le nez. Inspirer par le nez, relever la tête. Parce que quand on est bien dans sa vie, on a plutôt tendance à lever la tête, alors que quand on est en état d'insécurité, on se ferme. D'accord? Donc, inspirer, ça permet de redresser et rouvrir. Inspirer. Fermer les yeux parce que ça reconnecte à notre intériorité. Sourire intérieurement, parce qu'essayer de sourire pendant 2-3, de maintenir le sourire, c'est compliqué de rester dans un état négatif, parce que vous souriez quand la vie vous envoie des choses positives. Et dire merci, parce que quand vous dites merci, en termes de neurophysiologie, ce sont des états dans lesquels vous recevez en général quelque chose de positif de l'environnement. Donc, cette mécanique en 4 points, inspirer, sourire, fermer les yeux, sourire et dire merci, le faire 2, 3, 4 fois en prenant le temps d'inspirer et d'expirer tranquillement. Donc, sur l'inspiration, je me redresse, je ferme les yeux. Et sur l'expiration, je souris et je dis merci. Et vous allez voir, c'est très compliqué si vous faites ça 2 ou 3 fois, de rester en mode tension. C'est très compliqué. Alors, si en plus je suis debout, le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh bien, vous allez voir, ça va transformer votre état physiologique. Vous permettre soit de retrouver des ressources pour réattaquer une bonne réunion, quoi que ce soit, passer un bon coup de fil, etc. Soit vous poser ici et maintenant dans l'instant. En fait. Donc, inspirer, sourire et dire merci, c'est la petite technique simple qui permet de se reconnecter dans l'ici et maintenant. Premier point. Et puis de faire cet élément séparateur entre le monde externe et le monde interne et redonner justement de la qualité de vie à l'intérieur. Voilà une technique simple, mais qui, je vous l'assure, est vraiment fantastique. Après, la deuxième chose, si vous avez besoin de passer à l'action, par exemple, de prendre vos baskets pour aller courir, de passer ce fameux coup de fil donc vous remettez toujours à plus tard, de prendre ce dossier et le gérer, etc. Donc, vous commencez par cette première séquence. Et après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, j'agis. 1, 2, 3, 4, 5 et j'agis. 1, 2, 3, 4, 5, je fais ma vaisselle. 1, 2, 3, 4, 5, je me lève. 1, 2, 3, 4, 5, j'appelle le coup de fil. Et quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qui se passe? C'est que je bloque au niveau de ma réflexion la partie de moi qui me retient dans l'inaction. Voilà. Donc, première chose, c'est j'inspire, je souris, je dis merci. Ça va remonter mon système nerveux. Et ça va plutôt agir sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire ça va rehausser mon bien-être. Et le 1, 2, 3, 4, 5, ça va m'aider à passer à l'action immédiate. J'ai des questions sur les exercices. Si tu vois, je suis en train de me faire un film toute seule et donc j'avais une petite question. Le premier, c'est est-ce que tu arrives du coup à sourire? Est-ce que c'est un vrai sourire ou est-ce que c'est un sourire parce que, voilà, pour reprendre l'exemple du… C'est pas un peu forcé. Voilà, c'est ça, mais c'est de dire en montant les muscles, tu te dis qu'en le faisant justement 4-5 fois, le sourire va chaque fois un petit peu plus loin jusqu'à être quelque chose que finalement ton non-verbal ou ton cerveau a tendance à croire. Donc, Alors, c'est la question. Et la deuxième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, je vais me faire un café. Ça, c'est pas bon, ça. sauf si ton désir, c'est prendre un café. Et tu as du mal à résister. Tu es dans l'action. Et donc voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Par contre, je sais que prendre
un verre d'eau chaude avec un peu de citron, ce serait mieux qu'un café. Oui. Je peux me voir aller à la machine à café, mais attends, Polo, est-ce que c'est vraiment ça la valeur première que tu es en train de satisfaire? Est-ce que le comportement est en train de nourrir une valeur essentielle? Si ma valeur, c'est plutôt la santé, je me dis, et que je sais qu'il serait mieux que je me fasse, là, 1, 2, 3, 4, 5, je me fais une eau chaude avec un bon petit citron et je mets du plaisir à le faire. Souvenez-vous que c'est très important. Quand je prends un 1, 2, 3, 4, 5 et que je vais vers une action, il faut absolument, pour mobiliser le préconscient et l'inconscient, mettre du plaisir, de l'amour, de la joie et un sentiment de sérénité à l'idée de le faire. Ça, c'est très important parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un peu les 1000 feuilles de la réussite pour moi au niveau émotionnel. C'est retrouver le désir. Par exemple, tu parlais du chocolat. Le problème du chocolat, ce n'est pas le chocolat. C'est l'excès de comportement qui consiste à me goinfrer de chocolat. Pourquoi est-ce que je suis en train de remplir un vide intérieur? Parce que c'est le vide intérieur qui stimule mon inconscient à prendre du chocolat avec excès. Ça s'appelle la gloutonnerie. Et autrement, c'est une avidité. Tu vois, je suis avide de quelque chose parce que je suis vide à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai un comportement qui est, qui est excessif. Tu me suis? Donc là, la clé pour moi, c'est de repasser. Alors, imagine que tu es sur ton canapé, tu en es à ta 4e plaque de chocolat. Tu vois. Pour inverser le système, si je me dis, tiens, Polo, c'est quoi ton désir là maintenant? Si tu as encore envie de manger du chocolat, ok. Mais c'est quoi ton véritable désir? Donc, prends un carreau et reconnecte avec ta sensibilité, c'est-à-dire ce raffinement. Sens-le, regarde-le, savoure-le avant de le mettre en bouche. C'est-à-dire que je vais aller repasser par un éveil des sens, qui va me conduire d'ailleurs à de l'abondance, mais je me remets dans le désir. Ensuite, je dois me remettre dans l'amour de ce chocolat. J'apprécie ce lien que j'ai avec ce chocolat. Ensuite, quand je le mets en bouche, je le déguste parce que j'ai de la joie à manger avec raffinement ce chocolat. Et enfin, je me sens bien parce que c'est vraiment, je valide que c'est vraiment bon pour moi. Donc, tu remarques que ces 4 paliers, ils passent par une véritable relation à soi. Oui. Par contre, quand je suis devant la télé en train de regarder n'importe quoi et à manger mon truc en automatique, je suis complètement coupé de cette relation à moi. Tu me suis? Donc, qu'est-ce que fait mon estomac qui a besoin de se remplir, qui vit un vide? Eh bien, il entraîne mon inconscient à faire ce qu'il croit qui est bon pour moi, c'est de me goinfrer de chocolat. Parce que lui, mon inconscient, il est dans l'immédiateté. Il est d'une intelligence absolument incroyable, mais il est en même temps bête comme un âne, en fait. Parce que il n'a pas conscience des conséquences. Mon inconscient, il vit pour le confort immédiat. Donc, je vais développer des comportements qui me rapportent du confort immédiat, mais qui, curieusement, vont me faire échouer à moyen terme et long terme. Pourquoi? Parce que je vais développer des comportements qui, s'ils me font du bien immédiatement, vont me faire du mal à répétition, en fait, à moyen terme et long terme. Ça, c'est la problématique de la victimisation. Évidemment qu'après, je vais me culpabiliser, tout ça, donc c'est comme ça que je vais entretenir le système. Si j'inverse, au contraire, je vais me mettre dans l'accueil de ce que je vis, dans la relation avec ce que je vis, me remettre dans le désir de. Voilà. Si par exemple, je vis toute la journée un manque d'argent et que j'ai l'impression que je manque toujours d'argent, bah, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que dès que je vais en avoir, je vais me jeter sur les magasins et me faire plaisir. Ça va être plus fort que moi. Quitte à regretter après d'avoir investi dans des trucs qui ne me servent finalement pas. Mais sur le coup, j'ai fait de l'achat compulsif. Je me suis dans le modèle. Si maintenant je me remets dans l'opposé, c'est-à-dire qu'alors que je vis intérieurement un manque, et que je suis toujours en train de me plaindre quand je fais un paiement ou quoi que ce soit, eh bien je vais me remettre dans l'abondance. L'abondance, ça veut dire que j'accueille le sentiment que je suis dans de l'abondance. Et je peux être dans de l'abondance avec 10 euros. Pourquoi? Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir de vraiment bon à ce moment-là? Et ce n'est pas le volume d'argent qui va compter. Parce que si je suis en manque d'argent avec 1 000 euros par mois, et que je vis toujours le sentiment de manque, j'aurai le même problème avec 10 000 euros par mois, ou à 50 000 euros par mois, ou même 100 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que ma problématique intérieure, elle va générer des comportements qui ne sont pas en lien avec mon niveau de confort, qui sont en lien avec ma psychologie, qui est une psychologie
intérieur de mal-être, en fait. Tu me suis dans la mécanique. Et c'est ainsi partout. C'est pour ça qu'il faut absolument remettre d'abord du bonheur à l'intérieur, parce qu'au contraire, quand je suis au meilleur de moi-même, que j'apprécie mon chocolat, et ben comme par hasard, non seulement je suis beaucoup plus conscient, je profite beaucoup plus de mon chocolat, mais curieusement, je vais développer une attitude qui sera beaucoup plus positive. Moi, je dis toujours que là où il y a du désir et du raffinement, il y a du développement. Si je fais la cuisine avec désir et raffinement, si je me maquille avec désir et raffinement, si je communique avec désir et raffinement, si je fais du sport avec désir et raffinement, il y aura du développement. C'est sûr. C'est partie des lois qui régissent le développement humain. Voilà, c'était pour rebondir. Je suis reparti encore une fois sur une voie, mais voilà. Donc, c'est la voie suprême, c'est l'écoute de soi, la reconnaissance de soi-même et de remettre le focus sur nos importants. Oui. Après, c'est la PNL, justement. Enfin, il faut quoi, plus ou moins… Allez, c'est quoi, combien de temps est-ce qu'il faut pour se former? Moi, je l'ai fait en 2 ans, mais… Alors, chez nous, par exemple, une formation, ça commence par 3 jours. Le premier modèle, c'est 3 jours et c'est déjà costaud. Alors, moi, j'ai réhabilité la PNL vraiment sur mes 4 axes que je t'évoquais. Hein. Le premier, c'est les valeurs. La deuxième, c'est le focus. C'est à quoi j'aspire vraiment. Et pas dans 3 semaines. C'est à quoi j'aspire vraiment demain matin quand je vais me lever. Ou cet après-midi quand je vais aller retrouver mes enfants. C'est reconditionner le cerveau à se remettre dans ce que je veux véritablement. La troisième chose qu'on va travailler, c'est aller retrouver l'état ressource qui serait vraiment favorable à ce que je veux. Si au fond, je l'avais déjà, qu'est-ce que je vis pour apprendre à changer de fréquence intérieurement et de retrouver ces muscles émotionnels, ces fibres émotionnelles qui sont beaucoup plus adéquats. Donc, on apprend à faire ça. Ça se fait avec des ancrages. La troisième chose, c'est d'interagir d'une manière plus positive et constructive parce que même si intérieurement, vous êtes remonté au meilleur de vous-même, en face de vous, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas comme vous avez envie, qui auront des divergences de points de vue, qui n'auront pas les mêmes objectifs, qui n'auront pas les mêmes comportements, les mêmes règles du jeu que vous. Donc, il va falloir gérer cette différence. Et ça s'apprend par la communication. Interagir et gagner en souplesse, en adaptation. Et on va voir que communiquer, c'est adhérer à des terrains sur lesquels on n'est pas forcément nous. Et plus on va gagner en souplesse, en flexibilité, plus on va pouvoir adhérer à ces terrains et co-construire avec ces terrains. Et il n'y a pas d'évolution avec votre environnement sans communication. Mais il n'y a pas de qualité de communication sans qualité de vie intérieure. Donc, par rapport à ce qu'on revient sur notre exercice, c'est pour ça que je commence sur l'intériorité. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'intention. Il faut vraiment que je sois dans une intention de me remonter intérieurement. Si je fais juste l'exercice parce que j'ai vu Polo à travers une vidéo faire l'exercice, j'inspire, je souris. Donc oui, quand je souris au départ, c'est pas authentique. Parce que c'est pas l'émotion qui entraîne le sourire du corps, c'est le corps que j'oblige à sourire qui va générer une émotion. Si je manque d'énergie, que je me redresse, sur le coup, je ne suis pas forcément en énergie. Mais mets-toi à courir, va faire du sport et essaie donc de déprimer en faisant du sport. Ce n'est pas possible. Parce que tu as tellement de micro-comportements, de muscles, qui, quand ils sont dans une dynamique positive, tu ne peux pas être dans un état négatif. Ce n'est pas possible. Pourquoi un déprimé va arrêter de bouger? Parce que s'il continue à bouger, il ne pourrait pas déprimer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, sourire devant la glace, au début, c'est évidemment mécanique. Mais si je vais, parce que c'est mon intention de retrouver vraiment, eh ben, tout le système nerveux va accompagner ça. Parce que sourire dans la vie, non seulement ça fait du bien intérieurement, ça fait aussi du bien extérieurement. Sourire aux gens et voir la réaction que ça a, c'est compliqué de résister au bonheur. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que le plus important, c'est l'intention dans laquelle je suis. C'est-à-dire voilà. Ce sur quoi je pose mon focus, c'est quoi qui est important en fait. Bon, pour être honnête, je continue. On va des journées, hein. De quoi? Mais c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour être honnête, franchement, je discuterais bien encore 2 heures, quoi. Il y a encore des tas de questions. Je trouve que c'est tellement riche et je suis super fan de ta manière de raconter des histoires comme ça, tu sais. Donc, j'étais pas à la caméra tout le temps puisque c'est le principe de Zoom, mais c'est vrai que je me suis bien amusée en tout cas pendant cette interview, tu l'as vu. Donc, mille merci. Et si vous voulez…
plus sur Paul, de toute façon, allez sur la page du sommet et vous cliquez sur le lien qui est Paul. Et derrière, vous avez non seulement son parcours, mais vous avez tous les liens où vous pouvez en savoir plus sur lui, suivre ses actualités, ses webinaires. Il est beaucoup sur les réseaux sociaux, il donne énormément. Donc n'hésitez pas à y aller. Paul, mille merci Écoute, un grand plaisir, Émilie. pour ce temps précieux. Et de toute façon, je pense qu'on se retrouve tout bientôt et on reste en contact. Mille merci. Absolument. Merci à toi. Et Pardon, je recommence. Et prenez soin de vous parce que c'est vraiment important dans votre vie. Merci. À bientôt.